Donc, merci à tous d'être présents avec nous aujourd'hui pour le premier webinaire d'une série de 5 sur les aires protégées. Je m'appelle Christelle Lausier et j'occupe le poste de chargée de projet en conservation à l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, IDD-PNQL. Tout d'abord, j'aimerais prendre un instant là, pour qu'on puisse avoir une pensée de reconnaissance pour le territoire sur lequel on se trouve. Merci. Je vais laisser ma collègue Pascale pour qu'elle puisse se présenter également. Mais bonjour tout le monde. Merci à tous d'être là en si grand nombre pour assister à ce premier webinaire sur les aires protégées. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Mon nom est Pascale Ayotte. Je suis également chargée de projet en conservation à l'IDD-PNQL. Même si on est tous à distance aujourd'hui, j'aimerais ça prendre un petit moment pour vous remercier de nous accueillir, disons, virtuellement sur vos territoires respectifs. Le webinaire aujourd'hui et les 4 prochains webinaires qui vont suivre s'inscrivent dans le cadre du projet Conservation et protection de la nature, dont l'objectif principal, c'est de favoriser l'implication des Premières Nations pour la conservation de la biodiversité et des milieux naturels. On est vraiment contente que la SNAP Québec et la Fondation David Suzuki aient accepté de collaborer avec nous pour l'organisation de cette série de 5 webinaires. D'ailleurs, avant de poursuivre, je vais laisser la parole à nos collaboratrices, donc Véronique Bussière de la SNAP Québec et puis Mélissa Morin-Dupuis de la Fondation David Suzuki. Mais juste avant, je voulais souligner la collaboration de Charles Magnan de l'IDD-PNQL. Charles a généreusement accepté de nous offrir son soutien technique. Donc, je laisse la parole à Véronique. Et bonjour, Koué Watia, bonjour à tous. Je m'appelle Véronique Bussière, je suis responsable de la conservation bioculturelle à la SNAP Québec. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas la SNAP Québec, on est le chapitre québécois d'un organisme non gouvernemental pan-canadien, en fait, qui a des chapitres dans à peu près toutes les provinces et territoires. Puis notre mission principale, c'est la protection des terres, de l'eau et des espèces en péril. Donc, on travaille en partenariat avec le gouvernement, avec diverses communautés locales. On a beaucoup de partenaires autochtones aussi. Puis, on offre notre soutien selon, en fait, les besoins de nos partenaires là, pour la mise en place d'aires protégées. Donc, voilà. Et puis, juste 2 petites secondes, je vais prendre un moment pour me présenter moi-même. Ça fait une 20aine d'années que je travaille dans le milieu des aires protégées autochtones. J'ai fait longtemps de la recherche en tant qu'étudiante de maîtrise et de doctorat avec les CRI de la baie James, principalement avec la communauté de Wemi'ngi. Et puis, ça fait un peu plus de 2 ans là, que je travaille à la SNAP Québec. Je travaille sur des projets là, avec divers partenaires, notamment sur la Côte-Nord, des partenaires Inuits. Donc voilà, puis je vais céder la parole maintenant à Mélissa pour qu'elle puisse présenter. Oui, moi c'est Mélissa Morin-Dupuis. Je travaille présentement avec la Fondation David Suzuki. Ça va maintenant faire un peu plus que 2 ans. Je suis responsable de la campagne boréale, mais je pourrais dire que l'ensemble de la mission est un peu plus large que ça, puisque moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir faire intégrer à la Fondation, mais aussi dans les relations que je développe avec des organismes autochtones, les savoirs ancestraux au même titre que les sciences telles qu'elles sont présentées, c'est-à-dire d'avoir un respect pour elles, de reconnaître que ce sont les observations millénaires de plusieurs nations et que par justement ce travail-là et cette reconnaissance justement des territoires dans lesquels on est, on reconnaît que ce savoir est un des plus pointus sur le territoire, sur les ressources. Et donc, quand on parle des aires protégées, moi aussi, ça me tient énormément à cœur puisque c'est la reconnaissance justement des territoires non cédés au Québec particulièrement. Et à travers ça, ben, le principe de réconciliation qui est de, maintenant comment je pourrais dire, qu'on est pris ensemble, comment on fait pour faire en sorte que ça ne continue pas la colonisation, qu'on puisse travailler ensemble. Donc, à travers la Fondation David Suzuki, justement, j'ai accès à pouvoir échanger, à pouvoir faire porter la voix des communautés le plus loin possible et à travailler justement avec des personnes que je respecte énormément. Donc, je suis très contente d'avoir une collaboration avec les PNQL, justement avec SNAP Québec. C'est pour s'assurer justement que
tout ce processus de découvrir les aires protégées autochtones, les aires protégées, qu'elles soient terrestres ou marines, et bien qu'elles se fassent en respect justement des communautés qui veulent travailler dans ce sens-là, mais sans justement devoir absorber un modèle unique. Donc, c'est pour ça que je suis ici, puis j'imagine que vous voyez aussi dans les derniers temps comment on a de plus en plus besoin d'entendre nos voix en tant que communauté autochtone, et bien, la Fondation me permet d'amener ça de l'avant. Je vous remercie beaucoup les DD Penguel de m'avoir inclus dans votre série de webinaires. Je suis très excitée d'être ici. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Mélissa. Je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour, un peu le déroulement pour aujourd'hui. Donc, il va y avoir 3 blocs de présentation. Après chacun des blocs de présentation, on va une période de questions. Après le premier bloc, on va avoir une pause de 10 minutes. Au retour de la pause, on va avoir 2 derniers blocs, puis finalement une période de discussion. Donc, le premier bloc va permettre un survol des aires protégées au Québec, les définitions, les statuts, leur création. Pour le deuxième bloc, on va avoir une présentation sur le cadre juridique des aires protégées au Québec en abordant les thèmes de gouvernance et de gestion. Puis pour le troisième thème, on va aborder le sujet des aires protégées des Premières Nations. Sur ce, j'aimerais céder la parole à Véronique. Oui, merci. Je vais partager mon écran. C'est sûr qu'à l'origine, on avait prévu faire cette rencontre-là en personne. Donc, on a dû se réajuster, puis à cause de la situation, le faire en virtuel. C'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas, je pense, peut-être la qualité d'échange qu'on aurait pu avoir en personne, mais en même temps, ça nous permet de se voir sur plusieurs semaines. Donc, j'espère que vous allez être nombreux à nous accompagner là, pour toute la série de webinaires. Puis comme ça, on pourra bâtir un peu à partir de ce qui est discuté aujourd'hui, puis continuer la réflexion là, dans les prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, le webinaire porte sur les aires protégées au Québec, autant les statuts provinciaux que fédéraux, parce qu'il y a deux façons finalement de créer des aires protégées là, au Québec. Comme le disait Christelle, ça va être divisé en 3 parties. Au début, je vais vous parler plus des définitions, des statuts, puis du processus de création. Ensuite, on parlera un peu plus de la gouvernance, de la gestion, associée un peu à chaque statut. Puis dans la troisième partie, ben, ça va être un peu plus court, mais en fait, j'espère que ça va pouvoir continuer dans la discussion. C'est sur les aires protégées, puis votre contexte particulier en tant que Première Nation. Donc, pour commencer, je suis très consciente du fait qu'aujourd'hui, je vous présente vraiment les approches plus conventionnelles aux aires protégées. Puis que ça, c'est pas toujours parfaitement aligné avec certaines des visions du monde autochtone, qui sont très, très diversifiées, j'en suis consciente. Je sais que souvent, pour les peuples autochtones, le paysage est vu un peu plus comme un continuum, puis que dans une approche plus occidentale, on a tendance à séparer ça entre l'eau et la terre, par exemple. Ou en différents écosystèmes. Je suis aussi consciente du fait que pour beaucoup de peuples autochtones encore, le respect envers la nature, ça implique de chasser, de trapper, la cueillette, la pêche, tout ça. Ça, c'est des approches qui ont longtemps été, c'est des activités, pardon, qui ont longtemps été exclues dans les outils de conservation. Aujourd'hui, heureusement, tout ça a changé. Puis il y a beaucoup de statuts d'aires protégées qui permettent la poursuite des activités traditionnelles. Je veux aussi dire, comme je le disais, aujourd'hui, bon, on n'a pas eu le choix parce qu'on devait faire ces webinaires-là en mode virtuel, puis qu'on ne voulait pas vous garder toute la journée, puis que je ne voulais pas vous endormir, on a dû séparer. Aujourd'hui, on va parler vraiment des outils en milieu terrestre. Et puis, la semaine prochaine, on va parler des aires marines protégées. Encore là, je suis très consciente du fait que c'est une vision qui n'est pas toujours en accord avec vos façons de faire, mais c'est ça, pour des raisons logistiques, puis pour le fait aussi que c'est des outils différents, ben on a choisi de séparer ça. Et puis, dans quelques semaines aussi, il va y avoir un webinaire qui va porter spécifiquement sur les aires protégées autochtones. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur cet aspect-là. Comme je dis, je le répète, je suis consciente que les outils que je vous présente aujourd'hui ne sont pas parfaits, puis ne répondent pas à tous vos besoins et ils ne sont pas
c'est ça, sont pas, comme je disais, alignés ou en accord avec toutes vos façons de faire, mais on va y venir. On va y venir, puis comme je le mentionnais tout à l'heure, moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce domaine-là. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on se situe à un moment où il y a beaucoup d'opportunités. Puis, en tout cas, moi, je suis très optimiste pour la suite des choses, là, pour qu'il y a des possibilités. Il y a plein de possibilités, finalement, qui s'ouvrent à nous et à vous. Voilà. Bon, là, je vais quand même faire un survol. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont peut-être plus familiers avec ça, mais je veux juste m'assurer qu'on soit tous au même niveau. Donc, qu'est-ce qu'une aire protégée? En fait, il y a une définition officielle qui existe, qui est la définition de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ça, c'est un gros organisme non gouvernemental, en fait, au niveau international, qui est vraiment l'organisme reconnu par tous les États comme étant l'autorité principale au niveau des aires protégées et de la conservation. Et puis, c'est sur cette définition-là que la majorité des États vont baser leur propre définition. D'ailleurs, au Québec, pas encore, mais le Québec est en train d'adopter officiellement cette définition-là. Donc, c'est un espace géographiquement clairement défini. Donc, on peut faire une ligne sur une carte, finalement, qui est reconnue, qui est consacrée et gérée par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature, ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Donc, c'est une partie de territoire, finalement, qu'on met de côté, puis tout le monde est d'accord pour dire que à l'intérieur de limites qu'on a définies, la priorité, c'est la conservation de la nature. Pourquoi on met en place des aires protégées? En fait, je dois aussi mentionner que les aires protégées sont reconnues comme étant l'outil principal au niveau international pour la conservation de la nature et de la biodiversité. Il y en a des centaines de milliers à travers la planète et de plus en plus. Donc, c'est vraiment des outils qui sont reconnus comme étant efficaces pour la conservation et la protection de la biodiversité de la nature. Pourquoi mettre en place une aire protégée? Bien, je pense que la première raison, c'est de protéger le territoire, la nature des activités industrielles et d'autres activités nuisibles, et ce, à perpétuité. Donc, ça, c'est important. C'est dans la définition tout à l'heure, on disait à long terme, mais l'idée, c'est que c'est vraiment pour longtemps. On ne le fait pas seulement pour 1 an, 2 ans ou quelques mois. C'est en place pour toujours, finalement. Ça permet aussi, parce qu'il y a une certaine reconnaissance, une surveillance puis un suivi de l'état des écosystèmes puis des populations animales ou végétales qui s'y trouvent. Ça permet aussi de répondre à des enjeux de conservation bien précis. Par exemple, quand il y a une espèce en péril, mettons, c'est l'habitat d'un animal en péril ou que c'est une plante en péril, bon, ben, ça permet de répondre à ces enjeux-là. Et puis, pour certains statuts d'aires protégées, tout à l'heure, je vais vous présenter les statuts, ça permet également d'offrir, de mettre en valeur le territoire puis d'offrir des opportunités économiques durables à l'intérieur ou en périphérie de l'aire protégée. On pense aux parcs nationaux, par exemple, c'est ceux qui nous viennent en tête le plus à ce niveau-là, mais ce n'est pas le cas de toutes les aires protégées. Donc, il y a quand même beaucoup de bénéfices à mettre en place des aires protégées. Encore, l'UICN a un système de catégories, de différentes catégories d'objectifs de gestion pour les aires protégées. Puis je vous les présente ici parce qu'en fait, c'est ces catégories-là qui sont utilisées par les pays et les provinces, incluant le Québec, pour mettre en place, pour créer leur propre système d'aires protégées. Donc, le Québec, pour chacun de ces statuts d'aires protégées québécois ou même le Canada, va attribuer une de ces catégories-là de l'UICN. Ces catégories-là aussi, et puis les critères qui viennent avec, servent à rapporter en fait les progrès qui sont faits par les États au niveau de la protection du territoire. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 7 catégories, en fait, parce que la catégorie 1 est divisée en A et B. Puis, les catégories 1, c'est vraiment ce qui est le plus strict, le réserve naturelle intégrale. Donc, c'est un endroit, finalement, où on ne va à peu près pas, ou seulement pour des raisons scientifiques ou d'éducation.
La catégorie 2, même chose. Catégorie 1B, pardon. La catégorie 2, là, bon, c'est nommé parc national, mais ça pourrait être autre chose, comme par exemple au Québec, on va le voir, les réserves de biodiversité sont de catégorie 2. Donc, c'est pour la protection des écosystèmes, mais aussi aux fins de récréation. Catégorie 3, un monument, élément naturel, absolument, c'est des petites aires protégées. Donc, c'est un élément particulier qu'on veut protéger. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, une forêt particulière ou un marais ou une tourbière. Donc, mais c'est généralement des petites aires protégées. Catégorie 4, aires de gestion des habitats ou des espèces. On peut penser à des habitats fauniques, par exemple, là, où est-ce que, tout à l'heure, je mentionnais que des fois, on veut cibler vraiment une espèce en particulier qu'on veut protéger. C'est cette approche-là. Encore là, généralement, c'est des aires protégées relativement petites. Paysages terrestres ou marins protégés. C'est un endroit où, en fait, c'est les activités humaines, c'est les interventions humaines sur les écosystèmes qui ont forgé le caractère particulier des écosystèmes. C'est une catégorie qu'on retrouve beaucoup en Europe, en fait, où ils ont beaucoup moins d'espace naturel, moins habité que nous ici. La densité de population est beaucoup plus grande. Donc, c'est ça. Au Québec, il n'y en a pas encore la catégorie qui correspond à ça, c'est paysage humanisé. Il n'y en a pas encore au Québec. Et finalement, la catégorie 6, aire protégée avec utilisation durable des ressources. Comme je le mentionnais tout à l'heure, auparavant, dans le passé, il y avait très peu, on avait vraiment une approche cloche de verre. Puis cette catégorie-là est arrivée dans les années 90, en fait, quand il y a eu une reconnaissance qu'il pouvait y avoir certaines activités qui pouvaient être possibles et compatibles avec la mission de conservation des aires protégées. Notamment, on pense en Amazonie, par exemple, il y avait la collecte de caoutchouc qui se faisait ou la collecte de produits forestiers non ligneux. Donc, on ne coupe pas les arbres, on peut récolter, par exemple, les noix ou d'autres produits de la forêt. Et ça permet de garder une forêt intacte et en santé et de la protéger en l'utilisant. Voilà. Encore là, je parle un peu de Lucienne parce que c'est vraiment une référence. Et puis, nous, par exemple, la SNAP Québec, quand on va observer et analyser ce que le gouvernement fait en termes d'aires protégées, on va beaucoup se référer à ce que l'UICN, les lignes directrices qu'il donne, parce que c'est la référence, c'est reconnu au niveau scientifique, c'est reconnu aussi. Il y a beaucoup de nations autochtones qui siègent dans des groupes au sein de l'UICN. Donc, c'est vraiment la référence et c'est reconnu. Puis, selon l'UICN, les catégories d'aires protégées, ça c'est très important en fait, ne doivent pas être utilisées comme une excuse pour expulser des gens de leur terre ancestrale. Donc, on n'est plus là, dans une vision où, comme ça s'est fait dans le passé, où on mettait en place une aire protégée, on sortait les gens de là. Pas du tout. L'UICN dénonce ça, en fait, et ne reconnaît pas ça. Et aussi, les catégories d'aires protégées ne doivent pas être utilisées pour mettre en place un développement qui serait irréfléchi, qui n'aurait pas de sens d'un point de vue environnemental dans les aires protégées. Il y a aussi 4 types. Donc là, on parlait plutôt des objectifs de gestion ou de protection. L'UICN reconnaît aussi 4 types de gouvernance pour les aires protégées. Donc, gouvernance par le gouvernement, une gouvernance partagée ou co-gouvernance, gouvernance privée et la gouvernance par les populations autochtones et les communautés locales. Donc là, je vais juste vous donner un petit aperçu. Malheureusement, je n'avais pas les statistiques pour le Québec, mais je pense que c'est très semblable à ce qu'on trouve au Canada. Ce qui est en vert, là, que vous voyez là, finalement, c'est gouvernance par le gouvernement. Donc, en grande majorité au Canada puis au Québec, les aires protégées sont encore gouvernées principalement par le gouvernement, par un ministère. Il y a quand même un petit pourcentage de gouvernance partagée. Et privé aussi, ça demeure quand même minime. Et par les peuples autochtones aussi, c'est très peu. Ça peut peut-être changer un tout petit peu. Là, ça, c'est des données qui datent, je pense, de 2 ou 3 ans. On sait que dans l'Ouest canadien, il y a des aires protégées autochtones qui ont été mises en place, mais ça n'a pas bougé énormément. Donc, on est quand même dans un modèle où c'est en prédominance le gouvernement
qui gouvernent les aires protégées. Maintenant, je vais vous donner quand même un petit portrait actuel des aires protégées au Québec. Il y a des annonces là, qui ont été faites tout récemment, en fait, il y a 2 jours cette semaine par rapport à Anticosti. Donc, ça fait bouger un tout petit peu les chiffres. Je pense que là, en fait, on est rendu à 10,08 % si on compte, mais ça vous donne quand même un ordre de grandeur. Donc, le Québec, en fait, vous êtes probablement au courant que le Québec s'est engagé en tant que signataire, en fait, en tant que membre de la Convention sur la diversité biologique, à atteindre les objectifs de protection d'ici la fin de l'année 2020. Donc, c'est engagé à protéger 17 % de son territoire terrestre. Pardon, et 10 % de son territoire marin. On en est aujourd'hui, comme je disais, à 10,08 % à peu près au total. Non, excusez-moi, je me trompe. On est à 10,0 probablement 5 % au total. Donc, si on regarde juste le terrestre et l'eau douce sont comptabilisés ensemble. Donc, les lacs, les rivières, ça tombe dans la cible terrestre. On en est à, comme je disais, à peu près 10,8 % avec les nouvelles annonces qui ont été faites pour Anticosti. En territoire marin, on est actuellement à 1,3 %. Il faut qu'on atteigne le 10 %, mais encore là, il y a des annonces qui ont eu lieu il y a 2 semaines qui vont nous permettre d'atteindre le 10 %. Mais je vais garder ça pour la semaine prochaine. Il y a des objectifs particuliers aussi pour le territoire du plan Nord, c'est pour ça que je le mentionne ici. En fait, dans le cadre du plan Nord, l'objectif, c'est d'avoir 20 % du territoire du plan Nord qui est protégé d'ici la fin de l'année. Et actuellement, on est à 11,8 %. Donc, au total, il y a 4800, peut-être, et quelques plus, là, avec les nouvelles annonces qui ont eu très récemment, là, mais un peu moins que 5000 sites naturels qui répondent à la définition d'une aire protégée au Québec. Donc, quand je vous dis que c'est quand même un outil qui est très utilisé, il y en a beaucoup. Évidemment, il y en a beaucoup qui sont très, très, très petites. Donc, si vous regardez une carte, il y en a qui sont très petites, mais c'est quand même significatif. Et puis, peut-être aussi, je devrais souligner que, comme je disais, il y a des cibles donc, auxquelles le Québec s'est engagé. Ce sont des cibles intérimaires. Il y a des nouvelles cibles après 2020 qui ont été déjà adoptées par le gouvernement du Canada, en fait. C'est d'avoir 25 % de protection pour 2025, puis 30 % pour 2030. Donc, les statistiques que je viens de vous présenter sont appelées à augmenter là, dans les prochaines années aussi. Je vais parler très, très brièvement du processus de création parce qu'il y a un webinaire à venir spécifiquement sur les processus de désignation, mais je voulais quand même juste le mentionner aujourd'hui pour que vous ayez une idée, mais je vais en parler beaucoup plus en détail là, dans quelques semaines. Donc, rapidement, il y a comme un cadre un petit peu plus large qui influence la création d'aires protégées au Québec. Premièrement, les sites de protection dont je viens de parler. C'est sûr que en ce moment, il y a comme une certaine pression, par exemple, pour le gouvernement d'atteindre ces cibles-là. 17 % pour la fin 2020, 20 % sur le territoire du plan Nord. Ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle un cadre écologique de référence. En fait, le territoire est divisé en provinces naturelles, en régions naturelles, selon les caractéristiques des écosystèmes, les caractéristiques géologiques, tout ça. Et puis ça, en fait, ça sert à assurer une représentativité. Parce qu'au-delà des cibles d'atteindre un certain pourcentage, il y a cette notion-là qu'on doit protéger un petit peu de chaque écosystème dans la province. Donc, le cadre écologique de référence va influencer en fait le choix de où on va mettre les aires protégées, puis s'assurer aussi qu'il y en ait distribué un peu partout sur le territoire, pas juste, par exemple, dans le nord, où est-ce qu'il y a moins d'activités humaines, parce qu'on pourrait penser que c'est un peu plus facile de mettre en place des aires protégées. On veut s'assurer qu'il y en a aussi dans le sud du Québec et plus près de où la majorité de la population habite. Et puis finalement, le troisième élément qui va influencer la mise en place d'aires protégées, c'est les statuts qui existent finalement. Donc, les objectifs possibles de conservation, les processus de désignation aussi sont souvent
définies dans les lois sont définies dans les lois là, qui régissent les aires protégées. Donc là, je vous présente, comme je disais, vraiment juste les étapes générales de création là, pour vous donner une idée. Premièrement, il y a l'identification d'un site d'intérêt qui pourrait être fait par des groupes locaux, donc par une communauté autochtone ou par le gouvernement. Ensuite, on amasse de l'information sur le site ciblé, soit auprès des acteurs du milieu, puis il y a aussi des études de caractérisation, puis des analyses de caractérisation qui sont faites par le gouvernement. Puis là, on met de l'avant une proposition d'aire protégée, avec souvent un plan directeur ou un plan de conservation provisoire. Parfois, on va octroyer aussi un statut provisoire de protection qui va permettre souvent de geler ou d'arrêter les activités dommageables en attendant qu'il y ait des consultations publiques. Notamment, en ce moment, le mécanisme, c'est le BAP, le Bureau d'audience publique en environnement. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est appelé à changer, en fait. Ah oui, j'ai oublié de mentionner. En fait, en ce moment, il y a tout un processus de révision du principal outil législatif pour la mise en place d'aires protégées au Québec, la loi sur la conservation du patrimoine naturel, qui est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement du Québec. C'est à l'étude en ce moment même en commission parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc, à travers la présentation, je vais vous mentionner les changements là, qui sont appelés à venir avec, ça s'appelle le PL 46, le projet de loi 46. Mais donc, ce processus-là de BAP est appelé à être enlevé tout simplement. Il va y avoir d'autres processus de consultation publique, évidemment, mais ça ne sera plus fait à travers le Bureau d'audience publique en environnement. Parce que c'était très long, c'était très coûteux, et puis ça rajoutait de très longs délais, finalement, pour la mise en place d'aires protégées, ce qui fait qu'en ce moment, en fait, au Québec, beaucoup d'aires protégées sont encore en statut projeté, et ce, depuis des années, parce qu'ils n'ont jamais franchi cette étape-là, là, justement, d'avoir un BAP. Donc, je poursuis. Une fois qu'il y a des consultations, on modifie la proposition initiale, on octroie un statut permanent et finalement, on arrive à l'étape de gestion. Donc, ça vous donne une idée, grosso modo, là, de comment ça se passe là, pour la création d'une aire protégée. Ça se fait souvent sur de nombreuses années. Il y a des propositions, puis je suis persuadée qu'il y a certains d'entre vous qui ont des projets d'aire protégée sur lesquels vous travaillez depuis longtemps. Ça peut souvent prendre une décennie. Donc, c'est quand même des processus qui sont très, très longs, malheureusement. Ou heureusement, dans certains cas, parce que ça permet d'avoir suffisamment de consultations. Donc, voilà, c'est ce qui termine la première partie. Je voyais qu'il y avait des commentaires, je n'ai pas porté attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Laurie Leblanc de l'IDD PLQL, collègue de Christelle et Pascal. J'aurais une question à propos de la consultation publique par le BAP. Je voulais savoir pourquoi que le processus est si long avant d'aboutir comme une entente. Est-ce qu'il y a comme des... c'est parce qu'il faut aller chercher le plus d'opinions possible, puis ça fait que c'est vraiment long ou c'est... Je sais pas, là... Bien, en fait, de ce que je comprends, premièrement, c'est assez coûteux, là, mettre en place un processus de BAP. Et puis là, la situation, c'est que, comme je disais, il y a eu beaucoup, notamment de réserves de biodiversité qui ont été mises en place là, au milieu des années 2000, là, vers 2007, 2008, 2009. Et puis, je pense qu'à cette époque-là, le gouvernement du Québec était comme un peu pressé, faisait aboutir des projets, leur donnait le statut de projeté. Puis là, ils se retrouvent avec une masse incroyable de projets qui sont bloqués à ce stade-là. Le territoire est protégé. La ligne est là, est mise sur la carte. C'est comptabilisé au registre officiellement. Il y a un plan de gestion intérimaire. Donc, dans les faits, il n'y a souvent pas grand-chose qui a changé, à part qu'il ne peut plus y avoir de développement industriel. Mais là, je pense qu'il y en a tellement qui sont à ce stade-là que ça serait impossible, finalement, pour le gouvernement de faire tous ces BAP-là. Ça serait juste humainement pas possible. Donc, c'est pour ça, je pense, c'est une des raisons principales probablement qui a poussé la révision de la loi. Puis là, bien, ils attendent juste finalement que ça se soit enlevé dans la nouvelle version de la loi. Donc, c'est ça. Puis sinon, une autre raison, puis ça, je vais en parler encore, mais une autre raison pour laquelle c'est si long les délais, c'est que
il faut aussi qu'il y ait un consensus au niveau interministériel pour la mise en place d'une aire protégée. Donc, le ministère de l'Environnement, par exemple, quand c'est eux qui proposent une aire protégée, mais il faut que ça s'assure que le ministère Forêt, Faune et Parcs aussi est d'accord, le ministère des ressources, l'énergie et ressources naturelles aussi. Et comme on le sait, il y a souvent des intérêts divergents, n'est-ce pas? Donc, c'est souvent à ce niveau-là aussi que ça bloque. Et évidemment, il faut que tous les acteurs, on essaie d'avoir un consensus aussi au niveau des acteurs locaux. Fait qu'il faut que bien du monde soit d'accord finalement pour une aire protégée qui est en place. Ouais. Est-ce que ça répond à la question? Oui, vraiment bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je peux en poser une petite question aussi. Oui. En fait, au début de ta présentation, tu disais qu'il y avait beaucoup d'Autochtones qui voient le paysage comme un continuum. Les gouvernements ont plutôt tendance à séparer la terre et l'eau. Avec les années d'expérience, est-ce que tu aurais des pistes de solutions ou des pistes de réflexion pour qu'on arrive davantage à parler le même langage, si je peux dire? Puis, est-ce que tu as vu des améliorations au fil du temps à ce niveau-là? Bien, je dirais pas beaucoup d'améliorations, non. Comme je disais, moi, j'ai longtemps travaillé à la baie James parce que là, on est dans un contexte là, juridictionnel qui est extrêmement complexe parce qu'on ne s'entend même pas où est la limite finalement. On le voit qu'on est là, évidemment qu'on est sur la terre et sur l'eau, puis c'est des questions qui ne sont pas réglées. Puis au Québec, des fois, je pense que c'est peut-être particulièrement compliqué parce que justement, le fédéral et le provincial ne s'entendent pas toujours sur où est la limite, puis quand est-ce qu'on va aller avec un outil du gouvernement fédéral, quand est-ce qu'on va aller avec un outil du Québec. Et moi, il y a des discussions, je pense qu'il y a une volonté des gens au sein du gouvernement de faire avancer les projets, parce que, somme toute, je pense qu'il y a vraiment plein de monde qui sont de bonne foi et qui veulent protéger les écosystèmes, qui essaient de trouver des solutions, mais on se bloque, c'est ça, à des questions légales puis juridictionnelles. Là, je vais faire une petite note éditoriale. Qui sait, avec un nouveau statut d'aire protégée autochtone, peut-être que ça nous permettrait de résoudre certains de ces enjeux-là. Il y a des exemples, c'est comme par exemple dans l'Ouest canadien, on pense à Guayanas, parce que là, ils ont vraiment réussi à faire protection, le sea bottom to mountain top to sea bottom, donc du sommet de la montagne jusqu'au fond de l'océan, avec des ententes particulières, puis c'est vraiment un bel exemple. On pourrait peut-être penser à faire quelque chose comme ça ici, mais c'est encore très complexe. Merci, Véronique. On a une question dans le chat. La question, c'était, donc, il n'y a pas en ce moment, dans la version qui a été déposée du projet de loi 46, il n'y a pas de mention des aires protégées autochtones. Donc, ça mentionne les autres mesures de conservation efficaces par zone, mais pas les aires protégées autochtones. Effectivement, la catégorie d'aires protégées autochtones n'a pas été inclue dans le projet de loi 46. Je peux vous dire, par contre, qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont été déposées pour l'inclusion d'une catégorie, une nouvelle catégorie d'aires protégées autochtones. Nous, la SNAP Québec, on a déposé un mémoire où est-ce qu'on a clairement indiqué ça. Je sais qu'il y a d'autres de nos partenaires qui l'ont fait, si je ne me trompe pas, l'IDPNQL aussi. Donc, ce n'est pas dans la version du projet de loi, mais on le sait que la commission se penche là-dessus et y réfléchit. Oui, les autres mesures de conservation efficace par zone, ça pourrait être une option. Ça fait des années, en fait, qu'il y a des gens qui réfléchissent à voir comment ça pourrait être utilisé. Je vais faire une mini-parenthèse pour expliquer ce que c'est ces autres mesures de conservation efficace par zone. C'est des endroits qui ne sont pas des aires protégées, dont la vocation n'est pas la conservation de la biodiversité, mais qui ont quand même des bénéfices. Un exemple souvent qui me vient en tête, il y a certains endroits, là, comme des bases militaires, par exemple, pas des bases, mais des espaces militaires qui sont à peu près pas utilisés,
des fois parce qu'il peut y avoir des engins non explosifs, quoi que ce soit. Donc, personne n'y va. Le but, c'est pas de protéger la biodiversité, mais le bénéfice, ça l'est. Donc, il y en a qui sont reconnus comme tels, par exemple. Et puis, pendant longtemps, comme les aires protégées, comme pour beaucoup d'Autochtones, le but, c'est pas nécessairement la protection de la biodiversité, mais souvent, ça va être la protection d'un mode de vie, ça va être la protection de l'importance culturelle de cet endroit-là. Donc, c'est pas axé sur la biodiversité. On a pensé utiliser ces autres outils-là pour reconnaître des endroits qui sont importants pour les peuples autochtones. Je dirais que la question n'est pas réglée. On ne sait pas, peut-être que dans quelques semaines, quand on fera le webinaire sur les aires protégées autochtones, on aura un petit peu plus de précision. Donc, je n'ai pas de réponse à savoir si ça va l'être officiellement, mais je sais que c'est en discussion, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient voir une nouvelle catégorie d'aires protégées autochtones dans la version révisée de la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Est-ce que ça répond à la question? Excusez-moi, je ne trouve pas la petite main pour oui. Mais merci Véronique, parce que je veux juste aussi compléter avec l'idée que aire protégée autochtone, c'est la terminologie francophone qu'on utilise présentement, et c'est pas l'unique terminologie qui peut être utilisée en anglais. Il va y avoir tribal parks qui va être utilisé aussi. J'imagine très mal au Québec, ils disaient parc tribal ou tribaux. C'est vraiment aussi une autodéfinition qui va dépendre des nations selon comment ils veulent nommer le lieu. Et c'est aussi quelque chose qui est encore très ignoré par un grand ensemble des personnes qui travaillent au gouvernement, qui sont impliquées dans le projet de loi présentement. Et oui, l'appel à venir déposer, une chance que Snap était là, parce que même nous, la Fondation, on n'a pas pu, on est comme tout le monde dans le COVID et avec des membres en moins dans l'équipe. Mais c'est sûr que il peut y avoir une suggestion qui vient des communautés de mettre un post-it dans cette loi pour reconnaître que dans autres aires protégées, ça inclut tout un aspect qui va venir d'une approche autochtone, parce que sinon, on va continuer avec des situations comme dans la vérandrie. Vous comprendrez que pour eux, ils ne savent pas trop comment y aller de l'avant, et chaque aire protégée autochtone, c'est comment on nomme le groupe, c'est comme dire toutes les autochtones, mais on sait que chaque nation est différente, chaque territoire est différent, donc c'est pour ça qu'il y a encore un grand mystère et un grand voile autour de ça. Puis je pense qu'il y a des fois, ils ont un peu peur de ça, mais il faudrait qu'il y ait une demande faite auprès du gouvernement pour faire une ouverture par rapport à après la création de la loi, pour que justement cette nouvelle approche-là se fasse dans un esprit de réconciliation, bien sûr. Mais c'est pour ça la nomination aire protégée autochtone, c'est vraiment présentement une terminologie de travail, je dirais, pour les communautés, parce que même nous, dans les communautés, on commence à découvrir c'est quoi au Québec, alors que dans l'Ouest, c'est développé depuis un peu plus longtemps. Et que c'est juste pour pas qu'on ait peur si ce terme-là n'est pas là, mais que l'idée du travail qui vient des communautés soit ouvert et accessible après la création de cette loi. C'est vraiment ça qui serait important, je pense, à garder en tête. Que ça finalise pas ça. Et de toute façon, avec les droits ancestraux, qui sont reconnus par la Cour suprême, par le fédéral, ce ne sera pas la seule fois qu'ils vont en entendre parler. En tout cas, je vous le promets. Merci, Mélissa. J'avais vu que Dolores aussi avait la main levée. Justement, étant donné qu'actuellement, le PL 46 est en processus de consultation, je pense que, étant donné qu'il n'y a pas de catégorie d'aires protégées autochtones actuellement, parce que tantôt, vous avez mentionné qu'il y a 7 catégories actuellement dans le processus. En fait, ce que je disais, c'est qu'il y a 7 catégories de l'UICN, mais dans quelques minutes, quand on va aborder la deuxième partie, je vais vous présenter les statuts qui existent au Québec, en fait, en ce moment. C'est ça. C'est ça. J'allais poser la question justement à savoir actuellement si on est en processus de soumettre, recommander des aires protégées comme dans notre cas, je voulais savoir dans quelle catégorie on devrait l'inclure ou en tout cas. OK. Oui, c'est ça. Dans quelques minutes, je vais vous présenter les outils qui sont disponibles finalement au Québec. Oui. Merci, Dolores.
Je voudrais juste quand même profiter de cette occasion pour mentionner, étant donné que le changement sur les aires protégées est en processus de changement, justement. Je sais qu'il y avait des consultations ciblées avec des groupes ciblés dernièrement. Et puis, nous, en tant que le groupe Wabashko, c'était un processus de faire, on a soumis quand même un sommaire de notre mémoire qui a été fait de façon très vite parce que les délais qu'ils nous ont donnés, c'était un vendredi, il fallait soumettre les documents le mardi suivant. Donc, je trouve que c'est vraiment désolant là, de voir que les délais étaient très courts. C'est très irrespectueux, je trouve, de la part du gouvernement. Puis, ce n'est pas ça qu'ils nous ont dit lors de la séance d'information qu'on a eue avec eux. Je ne sais pas ce qui a été fait à ce niveau-là, au niveau de IDD-PNQL, vu qu'ils représentent les Autochtones du Québec, mais ce serait bon de dénoncer ça, que le temps. Puis là, ils nous ont dit qu'on avait ceux qui veulent soumettre des mémoires plus détaillées, ils peuvent le soumettre à 30 jours après les consultations qu'il y a eu. Donc, je l'avais déjà mentionné à un moment donné, ce serait bon que plusieurs communautés soumettent la recommandation d'avoir une aire protégée autochtone, parce que s'il y a juste quelques groupes, je pense que si on est tous ensemble pour faire changer ça, ce serait bon que l'ensemble du Québec, là, plusieurs Autochtones soumettent la recommandation d'en avoir un pour avoir un impact, là, de se faire entendre. Fait que je sais que la dernière, les consultations ils ont eu lieu la semaine passée, hein? C'est ça, Véronique? Puis oui. Là, on aurait comme 30 jours. À l'intérieur de 30 jours, il faudrait soumettre les recommandations ou les mémoires et non pas à la fin du mois de décembre comme qu'il l'avait mentionné. C'est juste un point de vue de ma part. Oui, merci. Oui. Christelle, est-ce que tu voulais répondre quelque chose à ça? Ou... en fait, j'aurais laissé la parole à Pascal si elle avait un élément à ajouter sur ça, là, parce que c'est plutôt elle qui a travaillé sur le dossier. Bien, effectivement, oui, les délais impartis. En fait, je pense que je n'ai pas dormi pendant 3 jours de temps pour terminer le mémoire. On a été plusieurs à ne pas dormir il y a 2 semaines. Là. Mais oui, non, c'est ça, c'était ridicule. Mais effectivement, dans le reste, c'est vraiment une belle occasion là, de se faire entendre, même si c'est un processus complètement imparfait qu'on a dénoncé nous aussi. Mais oui, vas-y, Pascal. En fait, je peux ajouter simplement que nous aussi, c'est noté de notre côté. Là, puis, Mme André, on note votre commentaire super pertinent. Nous aussi, on trouvait que les délais étaient super serrés. Là. Donc, c'est sûr qu'on fait des recommandations dans ce sens-là également. Là. C'est tout ce que je peux ajouter. Mais je pense que ça démontre encore juste une fois aussi les contraintes. Ben là, je dirais, c'est même pas, oui, en tant qu'Autochtone, mais en tant que non-Autochtone aussi, puisqu'on l'a vécu la même chose, on s'est fait garrocher finalement dans ce processus-là, mais ça démontre, c'est ça, un peu les contraintes de travailler dans cette espèce de cadre établi-là aussi. Ouais. Voilà. Ben, écoutez, je vais prendre 3 secondes pour juste expliquer c'est quoi la photo qui est là, parce que je pense que c'est important. En fait, c'est le camp d'un bon ami à moi, George Kudlou, qui est un homme inuit, mais qui habite en territoire cri à Wemindji. Puis ça, c'est son camp sur l'île Cape Hope, sur la côte est de la baie James, où j'ai eu la chance d'aller passer un bon moment, finalement, il y a quelques années. Voilà. Donc, partie 2. Cadre juridique des aires protégées au Québec, gouvernance et gestion. Puis en fait, aussi, là, c'est là que je vais aborder plus en détail les différents statuts là, qui sont les 32 statuts dont je parlais tout à l'heure, là, qui existent et qui sont disponibles au Québec. Donc, comme je le disais, il y a 32 outils législatifs ou statuts d'aires protégées qui existent actuellement au Québec. Ils sont sous la responsabilité de 2 ministères provinciaux
mon Dieu, excusez-moi, je vois qu'il y a une petite coquille ici sur ou 2 ministères ou agences fédéraux, soit le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC au Québec, ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, MFFP, puis au niveau fédéral, en fait, c'est Environnement Canada ou l'Agence Parc Canada. Donc, petite note ici, en fait, concernant le projet de loi 46. Donc, le projet de loi 46, ça concerne la loi sur la conservation du patrimoine naturel que vous voyez ici, l'acronyme LCPN. Ça, c'est une loi qui est sous la responsabilité du ministre de l'Environnement du Québec. Donc, ça touche les statuts que je vous présente là à l'écran en ce moment, qui sont les outils du MELCC. Ceux qui sont en italique, ici, en fait, sont appelés à disparaître. Le premier, l'habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable, celui-là, c'est sous un autre règlement, en fait, c'est sous la loi des habitats, des espèces floristiques menacées. Donc, cela, c'est pas touché. Et puis, vous allez remarquer donc que tous les statuts projetés dont je parlais tout à l'heure vont disparaître parce que justement, le fait qu'ils doivent avoir un BAP va disparaître dans la loi révisée. Il y a le statut de réserve aquatique aussi qui va disparaître, en fait, qui va être jumelé avec celle de réserve de biodiversité parce qu'à toute fin pratique, en fait, ces deux statuts-là jouaient pas mal un rôle très semblable, je dirais. Donc, les réserves aquatiques vont devenir des réserves de biodiversité. Et il va y avoir deux nouveaux statuts qui sont actuellement dans le projet de loi. Il y en a un qui est le statut de réserve marine, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de statut spécifiquement pour les aires marines protégées au Québec. C'est des réserves aquatiques qu'on utilisait, mais il va y avoir vraiment un statut pour les réserves marines. Ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Et il y a aussi une proposition, il y a un statut qui est à l'étude, statut d'aire protégée d'utilisation durable. Donc, qui correspond sensiblement là, à la catégorie 6 de l'UICN que j'avais présenté tout à l'heure. Ça aussi, c'est présenté. Puis, comme ça a été souligné pendant la période de questions, il n'y a pas de statut d'aire protégée autochtone, peu importe, là, j'utilise la dénomination générique. Là. Mais comme on disait, il y a des propositions qui ont été faites à cet effet-là pendant les consultations là, pour la commission. Donc, au niveau du ministère de l'Environnement, il y a deux outils législatifs. Là. Il y en a la flore, donc les plantes, sont sous la juridiction du ministère de l'Environnement. Donc, c'est pour ça que l'habitat d'une espèce floristique qui est menacée, c'est sous la juridiction du ministère de l'Environnement. Tout à l'heure, vous allez voir que le ministère Forêt, Faune et Parcs, donc les habitats fauniques, sont sous la juridiction d'un autre ministère. Et puis, on a, c'est ça, ces statuts-là ici, là, qui sont... il y en a 3, réserve de biodiversité, réserve écologique, paysage humanisé, qui sont en terre publique. Réserve naturelle reconnue, ça, c'est en terre privée. C'est un statut qui est utilisé, en fait, quand un propriétaire terrien privé voudrait que sa terre ou son territoire soit reconnu, donc qui mette en place des objectifs de conservation puis des mesures de conservation puis que ce soit reconnu. Ça, c'est un outil là, pour reconnaître ce genre d'initiative-là. Puis tout à l'heure, en fait, je vais revenir, je vais vous parler des régimes d'activité spécifiques aux statuts principaux, en fait. Mais je vous dirais que juste rapidement, puis je vais le répéter tout à l'heure, mais en termes de superficie, c'est les réserves de biodiversité qui sont vraiment l'outil le plus important, majeur. Les habitats d'espèces floristiques, c'est souvent des très petites aires protégées, donc c'est pour préserver, par exemple, je ne sais pas moi, l'ail des bois, c'est ça, une espèce menacée. Donc, ça va être souvent très, très circonscrit. Réserve écologique, même chose, c'est des aires protégées très strictes, donc généralement de petites superficies. En terrain privé aussi, c'est rare que quelqu'un va posséder un immense territoire, là, donc c'est petit. Puis les paysages humanisés, comme je mentionnais, il n'y en a encore aucun qui a été mis en place au Québec. Donc ça fait le tour un peu des outils
sous la responsabilité du ministère de l'Environnement. Évidemment aussi, peut-être parenthèse, quand il y a une aire protégée qui est mise en place, je disais, on aime ça avec l'approche occidentale, diviser la nature. Donc, il y a certains éléments qui vont être sous responsabilité d'un autre ministère, mais les ministères vont travailler ensemble pour s'assurer que tout se passe bien au sein d'une aire protégée. Maintenant, les outils du ministère Forêt, Faune et Parcs sont les suivants. Ceux-là ne sont pas touchés par la révision donc, de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, donc ne devraient pas changer. On a des écosystèmes forestiers exceptionnels. Il y en a 3 types. En fait, là, je ne les ai pas mis sur la diapositive. Je pourrais peut-être les rajouter pour la version de PowerPoint qu'on partagera. C'est juste que ça faisait une diapo beaucoup trop chargée. Donc, 3 types d'écosystèmes forestiers exceptionnels là, selon leurs caractéristiques. 8 types d'habitats fauniques. Donc, ça le dit, ce sont des habitats pour des espèces fauniques, des animaux qu'on veut protéger particulièrement. Les parcs nationaux du Québec, ça c'est sous la loi sur les parcs. La réserve de parc national du Québec, ça c'est un statut temporaire qu'on octroie à un territoire avant que tous les processus de consultation là, soient terminés puis qu'il y ait un statut permanent de parc. Si je fais juste une mini parenthèse, parce que des fois, on est mélangé au Québec parce qu'on a pas, dans les provinces au Canada, on va appeler ça provincial parks, des parcs provinciaux. Nous, au Québec, ce sont des parcs nationaux, mais on a aussi des parcs nationaux fédéraux, comme par exemple le parc de la Mauricie, le parc de Forillon. Ce sont des parcs nationaux sous la responsabilité de Parc Canada, donc au fédéral. Mais la majorité de nos parcs nationaux, donc Parc du Mont-Tremblant, Parc... j'essaie de penser, je vais nommer ceux. Moi, je suis à Montréal, fait que de Saint-Bruno, des îles de Boucherville, parc de la Jacques-Cartier, des Hautes-Gorges, tout ça, ce sont des parcs de Parc Québec. En fait, il y a des refuges biologiques. Ça, c'est sous la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. En fait, ce sont encore là, des toutes petites aires protégées qui servent à protéger certains habitats forestiers particuliers. Et puis, les refuges fauniques, encore là, ce sont des petites aires protégées qui servent encore à protéger là, des espèces fauniques bien particulières. Puis peut-être, en fait, parce que pour la majorité, j'en parlerai pas beaucoup quand je vais parler des régimes d'activité. Je vais parler des parcs nationaux parce que c'est avec les réserves de biodiversité, là, je dirais que c'est pas mal le deuxième outil principal en termes de superficie au niveau des aires protégées au Québec. Les autres, si vous regardez, en fait, la carte, il y en a plein de petits habitats fauniques, d'écosystèmes forestiers exceptionnels. Ils sont parsemés un peu sur le territoire, sont tout petits. Puis au niveau des régimes d'activité, ben, comme on cible une espèce ou un écosystème, en fait, les activités permises ou interdites vont dépendre de ce qu'on veut protéger, finalement. Donc, si, un peu comme les habitats pour une espèce floristique, là, sur la page précédente, si c'est une espèce de plante qu'on veut protéger, en fait, ça va être la collecte de cette plante-là ou la destruction de la plante ou de son habitat qui va être interdit, mais le reste, les autres activités ne le seront pas nécessairement. Donc, les régimes d'activité vont varier selon c'est quoi l'objectif précis. Qu'est-ce qu'on veut protéger spécifiquement dans ces petites aires protégées. Puis ensuite, comme je le disais, il y a aussi certaines aires protégées qui sont de ressort fédéral. Il y en a un qui est très particulier, mais je ne m'étendrai pas. Le parc de la Commission de la capitale nationale, ça, c'est le parc de la Gatineau. Donc, ça ne concerne pas vraiment, il n'y a aucune chance qu'il y ait un autre parc de la Gatineau ailleurs, il n'y en a qu'un. Ensuite, il y a les parcs nationaux fédéraux. Donc, je faisais la nuance tout à l'heure, réserve de parc national du Canada. Il y a les refuges d'oiseaux migrateurs et les réserves nationales de faune. Ça, c'est sous la responsabilité d'Environnement Canada. Il y en a quelques-uns, notamment dans le Saint-Laurent, le long des berges, qui vont protéger certaines îles. Encore là, ce sont des aires protégées de petites superficies. Refuge d'oiseaux migrateurs, ça le dit. On protège les oiseaux migrateurs quand ils sont là, leur espace de nidification, tout ça. Réserve nationale de faune aussi, ça va cibler là, des espèces bien particulières.
Donc, encore là, les régimes d'activité, ce qui est permis ou interdit, va dépendre de l'espèce spécifique puis des caractéristiques de l'espèce qu'on veut protéger. Et les autres, en fait, il y a comme d'autres statuts aussi, là, dans les 32. Il y a le parc marin du Saguenay. Ça, en fait, c'est une loi spéciale, c'est une loi ad hoc qui a été adoptée spécifiquement pour le parc marin. Responsabilité du ministère Forêt, Faune et Parcs et Parcs Canada, principalement. Encore là, je ne m'étendrai pas parce que c'est un cas bien particulier. Je pourrais en parler, en fait, la semaine prochaine, là, quand je parlais des aires marines protégées. Il y a les milieux naturels de conservation volontaire. Ça, ce sont des sites privés qui ne sont pas reconnus sous le statut de réserve naturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui sont quand même reconnus comme étant des aires protégées. Et finalement, le dernier, je vais quand même en parler un peu parce que je vais revenir la semaine prochaine quand je vais parler des aires marines protégées. C'est les réserves de territoire pour faire d'aires protégées. Donc ça, finalement, c'est une protection administrative. Donc, c'est pas enchâssé dans une loi, c'est une protection en attendant qu'on puisse mettre en place une aire protégée. Donc, ça va dépendre, le ministère va varier là, selon quel ministère va mettre en place ce genre d'aire protégée-là. Ça pourrait être le MELCC ou le MFFP. Puis à toute fin pratique, en fait, les activités industrielles d'exploitation de ressources naturelles, donc forestières, minières ou énergétiques, sont interdites sur le territoire le temps que les prochaines étapes soient se poursuivent finalement pour la mise en place d'une autre aire protégée. Il y en a 4 au Québec en milieu terrestre en ce moment, notamment à la Rivière-Georges. J'ai comme un petit blanc, mais il y en a dans le nord du Québec. Puis comme je disais, je vais revenir la semaine prochaine parce que le gouvernement du Québec est en train d'en mettre en place là, en milieu marin comme une étape intérimaire pour la mise en place d'aires marines protégées. Donc, ce n'est pas vraiment un statut d'aire protégée, c'est comme une espèce de marche vers un autre statut d'aire protégée. Mais c'est quand même très utile parce que ça permet de mettre une protection en attendant d'arriver au prochain statut. Maintenant, pour le régime d'activité. Bon, réserve écologique, c'est pas un outil qui est utilisé, bien, il y en a quand même plusieurs, mais c'est pas, en termes de superficie, c'est pas les plus grandes aires protégées. C'est le plus haut degré de protection. Il y en a certaines où, en fait, personne n'a le droit d'entrer. Je pense à l'île Brion, par exemple, proche des îles de la Madeleine, là, où est-ce que personne n'a le droit même de mettre le pied à l'intérieur de la réserve écologique. Donc, toutes les activités qui peuvent altérer les écosystèmes sont interdites sous réserve d'autorisation du ministre. Là, ça, c'est une disposition qui est là dans la loi. Ça, c'est un outil qui est sous la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Mais à toute fin pratique, là, ça, c'est vraiment notre aire protégée cloche de verre, où est-ce qu'on a un écosystème, on a un élément très, très, très particulier qu'on veut protéger. Il peut y avoir des fois quelques activités de recherche qui se font de suivi, mais on est dans quelque chose de très, très strict. Donc, peut-être tout à l'heure, Dolores demandait qu'est-ce qui est plus intéressant peut-être pour les communautés autochtones. Je dirais, s'il y a un endroit là, où est-ce que vraiment vous ne voulez plus que personne aille parce que pour X raison, c'est un endroit extrêmement fragile, ben ça peut être un outil qui est intéressant. Mais il faut savoir que là, c'est sûr qu'il n'y a aucune activité traditionnelle qui peut être permise. Mais ça a une certaine utilité dans certains contextes. La réserve de biodiversité, en mon sens, c'est quand même un outil qui est très intéressant pour les communautés autochtones. Les activités industrielles sont interdites, donc ça vous permet d'avoir cette force-là légale, finalement, d'arrêter les activités minières, d'exploration, d'exploitation, développement hydroélectrique et des activités forestières. Les autres activités sont sujettes à l'approbation et autorisation du ministre selon les objectifs de conservation qu'on va avoir définis pour la réserve de biodiversité. Et, fait intéressant, la chasse, la pêche, piégeage, cueillette autochtone sont permis à l'intérieur d'une réserve de biodiversité. Ici, je me permets de faire un petit parallèle, en fait, avec le commentaire que Mélissa a fait tout à l'heure. Effectivement, que c'est les outils qu'on présente ici, puis même s'il y a un statut d'aire protégée autochtone dans la version révisée de la LCPN, c'est pas, ça ne veut pas dire que ça exclut les autres options. De mon expérience, pour avoir travaillé avec une communauté CRI notamment,
souvent, c'est ça, il y a des communautés qui veulent réellement empêcher ce développement industriel-là non voulu, en fait, sur le territoire. Donc, ils vont recourir au lieu d'aller pour une dénomination de déclarer, si on veut, juste que c'est protégé, on recherche quelque chose de plus fort parce que la loi sur les mines, par exemple, est très, très forte au Québec. C'est une loi qui est quand même légalement qui a beaucoup d'assises. Donc, c'est ça. La mise en place d'une réserve de biodiversité va permettre d'arrêter ça, mais va permettre la tenue d'autres activités à l'intérieur. Puis notamment, il y en a beaucoup. En fait, il y en a beaucoup. Si vous regardez le territoire, il y a vraiment beaucoup de réserves de biodiversité. Puis je sais que certaines de vos communautés le travaillent avec cet outil-là. Sinon, les parcs nationaux, comme je le mentionnais, là, si on regarde une carte des aires protégées, c'est vraiment le deuxième outil qui est le plus utilisé. La chasse et le piégeage sont interdits dans les parcs nationaux. Ici, je vais faire avec une petite nuance là, que je vais amener. La pêche est permise avec permis de pêche. Les droits d'entrée sont exigés. La chasse et le piégeage peuvent être permis s'il y a des dispositions dans les accords de revendication territoriale. Par exemple, dans la Convention de la baie James et du Nord du Québec, il y a des dispositions qui disent que les droits de chasse et de pêche ont préséance sur les autres lois par rapport aux aires protégées. Donc, c'est permis dans les parcs dans le Nord. Je vais revenir un petit peu, mais dans le Sud, donc au sud du 50e parallèle, il n'y a pas de chasse et de piégeage interdit, à moins que, mais je sais qu'il n'y a pas non plus d'accord de revendication territoriale au Sud, là, mais s'il y en avait, ce serait la façon d'y arriver. Puis aussi, dans les parcs nationaux, je ne l'ai pas mentionné là, mais un des objectifs principaux des parcs nationaux, en plus de la conservation, évidemment, c'est la mise en valeur, l'éducation du public, les activités récréotouristiques. Donc, ce genre d'activité-là, c'est permis à l'intérieur des parcs nationaux tant que c'est compatible avec la conservation du territoire. Et les paysages humanisés, en fait, comme je le disais, ça, c'est des paysages qui ont été façonnés par l'action, en fait, de l'humain. Donc, ça pourrait être intéressant. En fait, moi, je trouve que c'est quand même un outil qui peut être assez intéressant pour certaines communautés autochtones où l'utilisation que vous avez faite du territoire depuis des générations, depuis des millénaires, a parfois façonné, en fait, le territoire. Donc, ça peut être intéressant. Ici, le régime d'activité va vraiment varier selon les objectifs de conservation, puis l'entente qui est conclue entre la communauté, autochtone ou non, et le ministère. Donc, c'est des outils qui sont très, très, très flexibles. C'est certain, encore là, que le développement industriel, normalement, est interdit comme il est dans les aires protégées, mais c'est quand même un outil ici qui offre beaucoup de flexibilité, mais on n'a pas encore d'exemple au Québec, donc c'est difficile de dire comment dans la réalité ça pourrait s'opérationnaliser. Puis peut-être que je devrais mentionner que les paysages humanisés vont être légèrement redéfinis aussi dans la nouvelle version de la loi. Ça va être précisé, là, les possibilités par rapport à cet outil-là. Donc, un peu d'autres informations par rapport aux activités traditionnelles là, en lien avec les aires protégées. Donc, comme je disais, en territoire conventionné, les droits ancestraux liés à la chasse et le piégeage ont préséance sur les lois régissant les aires protégées. En territoire non conventionné, il y a une obligation de consulter les communautés autochtones. Mais comme je le disais tout à l'heure, ces droits-là liés à la chasse et au piégeage, pour pouvoir s'exercer à l'intérieur de certaines aires protégées, notamment des parcs nationaux, là, doivent être enchâssés dans un traité. Dans d'autres, comme les réserves de biodiversité, ce n'est pas un problème, c'est permis. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une possibilité de juxtaposer, donc de mettre côte à côte différents statuts pour permettre la poursuite des activités traditionnelles. Par exemple, dans le cas du plus récent parc national au Québec, le parc national d'Opémican, donc on est au sud du 50e, il n'y a pas de chasse et de piégeage permise à l'intérieur des limites du parc, mais il y avait une île qui était fortement utilisée pour la chasse et le piégeage par les communautés algonquines environnantes. Cette île-là a été retirée, en fait, de la proposition de parc, mais elle va être protégée, en fait, avec l'outil de réserve de biodiversité.
Donc, les limites du parc vont vraiment être juxtaposées à la limite de la réserve de biodiversité. On est dans une mission de conservation, mais à l'intérieur de la réserve de biodiversité, les communautés peuvent continuer à effectuer leurs activités traditionnelles. Donc, c'est une approche qui peut être intéressante, là. Par exemple, dans le cas d'un parc national, si on veut utiliser un parc national, qui est quand même un outil intéressant, si on veut mettre en valeur le territoire puis en retirer un peu plus de bénéfices au niveau du tourisme, faire peut-être un plus petit parc national avec une réserve de biodiversité juxtaposée. C'est possible aussi si, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la réserve écologique qui est un statut très, très strict. S'il y a un endroit où une communauté considère que cet endroit-là, finalement, c'est vraiment comme un sanctuaire, puis on ne veut pas que personne n'y aille, on peut mettre une réserve écologique avec une réserve de biodiversité à côté qui, elle, permettrait la poursuite d'activités. Donc, il y a quand même une flexibilité là, qui existe en utilisant plusieurs des outils qui sont disponibles. Évidemment, aussi, juste d'un point de vue plus logistique, ça requiert parfois qu'il y ait plusieurs ministères. Bien, comme je disais, dans tous les cas, il faut toujours que les ministères soient tous d'accord, qu'il y ait un consensus interministériel. Puis là, ça implique que 2 ministères vont travailler ou que vous deviez travailler avec 2 ministères pour la gestion de ces aires protégées-là. Mais c'est ça peut être quand même intéressant. En termes de gestion, pour les parcs nationaux, au sud du 50e parallèle, c'est la STEPAC, la Société des établissements de plein air du Québec, qui est liée en fait au ministère Forêt, Faune et Parcs, mais qui est l'organisme en charge spécifiquement de la gestion des parcs nationaux du Québec. Quand il y a un parc national qui est mis en place, attendez, je vais me retrouver un petit peu dans mes notes. Il y a une table d'harmonisation qui est créée, en fait, au sein duquel une communauté autochtone, par exemple, peut siéger avec d'autres acteurs du milieu. Cette table-là a un rôle aviseur, puis permet aux acteurs locaux, incluant les Premières Nations, de s'exprimer sur la gestion du parc. Donc, j'ai posé, en fait, hier encore, je parlais avec quelqu'un de Parc Québec, et puis, c'est ça, il n'y a pas de précédent au sud du 50e parallèle de parcs nationaux qui sont gérés par un conseil de bande ou une communauté autochtone. Par contre, apparemment, dans les dernières années, il y avait vraiment une volonté. En fait, dans les 2 parcs les plus récents qui ont été créés, le parc Pémican puis Témiscouata, il y avait vraiment eu un travail de concertation qui avait été fait avec les communautés autochtones environnantes qui siègent à cette table d'harmonisation-là. Il y a même, en fait, il y aura même possibilité d'avoir un comité paritaire mis en place avec des représentants autochtones. Apparemment, ça a été proposé dans le cas du parc de Pémican et ça n'a pas eu lieu. J'ai pas les détails pourquoi, malheureusement. C'est ça. Puis dans les parcs qui avaient été créés auparavant, les communautés autochtones n'étaient pas nécessairement impliquées dans les tables d'harmonisation, mais apparemment, depuis 2 ans environ, il y a vraiment une volonté que si les communautés veulent s'impliquer, de pouvoir siéger à ces tables d'harmonisation-là. Et ça se fait dans le cas du parc de la Jacques-Cartier, du Mont-Ford et du Mont-Mégantic notamment. Il y a aussi une possibilité de délégation possible de pouvoir d'exploiter un commerce, de fournir un service ou d'organiser une activité nécessaire aux opérations d'un parc, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du parc. Puis une délégation, donc, à toute communauté autochtone qui serait représentée par un conseil de bande. En fait, ça, c'est un peu ce qui se passe au nord du 50e parallèle, où est-ce que, par exemple, un exemple au Nunavik, les parcs nationaux sont gérés par une entité qui s'appelle Parc Nunavik, qui est sous l'autorité régionale Kativik. Donc, il y a cette possibilité-là de délégation de pouvoir pour des activités de gestion du parc. Dans les discussions que j'ai eues récemment avec les gens de Parc Québec, ils disaient que, par contre, ça vient avec... comment dire? C'est sûr que c'est intéressant pour une communauté de pouvoir gérer un parc, mais en même temps, il y a
il y a la notion que tous les parcs nationaux sont, au sud du 50e, sont gérés un peu avec des vases communicants au niveau financier. Donc, un parc qui n'est pas nécessairement rentable va profiter du fait que d'autres parcs soient rentables. Et bref, ça vient avec une grande responsabilité financière de ce qu'on m'expliquait, la gestion d'un parc. Donc, c'est pour ça que c'est pas toujours nécessairement intéressant de ce qui m'a été dit par Québec pour un conseil de vente, par exemple, de se dire, ben nous, on veut devenir comme gestionnaire du parc parce que ça vient avec quand même un gros fardeau, puis il n'y a pas nécessairement toujours les ressources au sein de la communauté pour faire ça. Donc, en tout cas, comme je dis, c'est loin d'être parfait comme système, mais c'est un peu la situation là, telle qu'elle est actuellement pour les parcs nationaux. Maintenant, pour ce qui est des aires protégées du ministère de l'Environnement, sous la loi sur la conservation du patrimoine naturel, encore là, il y a une possibilité de déléguer en totalité ou en partie la gestion d'une aire protégée qui est sous la responsabilité du ministre. À ce moment-là, les dispositions particulières vont être selon une entente qui serait négociée. Puis là, il y a des nouvelles mesures à venir par rapport à ça dans le projet de loi 46. Donc, c'est appelé à changer, mais il y a une possibilité de délégation de gestion pour une réserve de biodiversité, par exemple. Ça, je sais, ESPIT, je crois que vous êtes encore présent, c'est avec le projet Akunan, c'est cette approche-là, si je ne me trompe pas, vers laquelle vous travaillez. Donc, mon Dieu, ça a comme passé vite cette section-là, mais je répète ce que j'ai dit au début. Là, je vous présente comme les outils qui sont existants. Pour le moment, c'est vrai que c'est quand même assez limité. Je dirais, dans certains cas, le modèle de gouvernance, là, vous vous rappelez ce que je vous avais présenté, c'est majoritairement par le gouvernement, très peu, même en co-gestion, il n'y en a pas tant que ça pour le moment. Au Québec, je pense qu'une des raisons pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que beaucoup d'aires protégées sont encore en statut provisoire, donc projeté, puis le plan final de gestion n'a pas été mis en place, les négociations n'ont pas eu lieu. Savoir comment ces aires protégées-là vont être gérées. Il y a des outils qui sont disponibles de délégation de gestion. Comme je disais, c'est pas parfait. C'est sujet aux ententes qui seraient conclues puis aux négociations qui ont lieu. Mais c'est un peu le modèle dans lequel là, on se trouve avec les outils existants. Je vais ouvrir si vous avez des questions. Oui, on a une question ici, François Portin à ESPIT. Véronique, tu as dit que dans le cas de parcs nationaux, il y avait la possibilité de comité paritaire, mais je pense comme un peu manqué des comités paritaires là-dessus. Pour créer le parc, pour la gestion des parcs, pour les comités paritaires, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que c'est pour, comment dire, où ce comité-là se place dans la gestion de ce parc-là, dans ce cas-là? Tu peux parler un peu plus de ça? Oui, bien, en fait, c'est pour la gestion du parc. Avant, j'en ai pas parlé parce que je n'ai pas trop parlé de la création des parcs. En fait, dans le processus de création, il y a des comités de travail qui sont créés, au sein duquel les communautés autochtones peuvent s'impliquer puis avoir un grand rôle à jouer. Le comité paritaire, c'est une fois que le parc est mis en place. En fait, c'est une possibilité. Il n'y en a pas encore qui existe, mais la possibilité est là. Et puis, de ce que je comprends, le rôle particulier que jouerait ce comité paritaire-là serait à déterminer selon ce qui serait négocié entre la communauté et Parc Québec ou la CEPAC. Donc, c'est ça. En fait, c'est un petit peu ça comment je dirais, il n'y a pas de modèle établi pour tout ça. C'est vraiment, ça dépend des ententes, ça dépend de vos intérêts, ça dépend, je dirais, c'est plate à dire, mais un peu de la capacité de négociation, de la situation particulière. Fait que, tu sais, d'un côté, c'est intéressant parce que ça offre de la flexibilité, mais d'un autre côté, il n'y a comme pas de critères minimum là, qui pourrait vous assurer, par exemple, que s'il y avait un comité paritaire, que ça vous assure d'avoir tel rôle. Ça dépend. Donc, malheureusement, je n'ai pas de réponse beaucoup plus précise que ça à donner.
parce qu'il n'y a tout simplement pas encore d'exemple. Mais c'est quand même une possibilité qui est là. Et puis, de ce que je comprends, en fait, de ça, c'est que Parc Québec sont ouverts à cette possibilité-là. OK, merci. Donc, j'imagine que ce serait dans un modèle de cogestion, en fait. À définir la cogestion, c'est tout un spectre, là. On peut être dans une cogestion où il y a beaucoup plus de pouvoir octroyé à la communauté et moins au gouvernement, ou vice-versa. C'est ça. Donc, voilà. Je vais juste faire une petite précision là, pour ceux qui nous écoutent en anglais avec la traduction. Je pense que c'était pas facile de traduire la question vu que vous étiez loin du micro. Donc, Véronique, ce qu'elle vient de répondre, en fait, là, c'est un peu d'expliquer quel rôle pourrait occuper le comité paritaire dans le cadre des parcs nationaux. Est-ce qu'il y avait autre question? Oui. Moi, je voulais mon micro, c'est-tu un sous-marin, mais c'est pas si pire, hein? Ça va, on c'est correct. Donc, non, oui, je voulais savoir là, par rapport à la SNAP, dans le fond, ce que vous pensez de ça, des territoires de conservation nordique dans le plan Nord. Puis, tu sais, où est-ce que ça se situe là, par rapport à tout ce que tu viens de nous présenter, dans le fond? Hein? Je sais oui. qu'il y avait un petit coup d'éclat là, à la dernière rencontre que je suis allé, dans les 2 rencontres que je suis allé, là, au GT30. Là. Mais c'est ça. Puis je pensais qu'on approchait du 20, là, dans le fond aussi, pour les aires protégées en haut, mais je me rends compte là, qu'on est rendu rien qu'à 11 à peu près là, pour le oui. plan Nord. Je sais que nous autres, on avait proposé pour beaucoup de choses. Là. Peut-être que ma collègue Judith là, elle peut renchérir là-dessus, mais ça a été refusé. Là. Ça faisait plusieurs années qu'on menait des combats, comme par exemple pour le bloc de la rivière Serpent, qui était quand même beau là, pour le caribou, tout ça, c'était une belle place, là, en tout cas, ça aurait pu être un beau parc autochtone, là, et nous, si on avait, mais là, on tombait dedans, là, les compagnies forestières, là, c'est souvent ça, cet enjeu-là, là, qui est dur dans notre région, vu que 100% du volume est attribué, là, si on compare à ailleurs. Ça ratisse large, là, mais c'est ça, là, en tout cas, au début, par rapport au territoire de conservation nordique, là, je sais que des fois, nous autres, à la table autochtone, on se demandait s'il y a des portions qui ne devraient pas être incluses dans la catégorie 6. Là. Ils n'ont pas de l'air à vouloir. Là. Puis, tu sais, comme le ministère des Forêts, eux autres, là, ils disent que toutes les protections qu'ils font, ça couvre déjà le 30 %. Ils se demandent pourquoi on a ces rencontres-là. Oui. Oui, ben, oui, c'est une question assez large. Puis j'ai siégé moi aussi au sein de comité technique du plan Nord, là, donc je suis au courant des dynamiques qui ont lieu effectivement dans toutes ces discussions-là. Et puis oui, j'ai entendu moi aussi le MFFP dire qu'en fait, partout où ils ne coupent pas, eux, ils considèrent que c'est protégé, donc on a atteint le 30 %. J'ai entendu ce discours-là. Bon, les territoires nordiques, il faut que j'admette que c'est ma collègue qui s'est plus occupée de finaliser ça dans le cadre spécifique du projet de loi 46. Moi, je m'étais concentrée sur les aires protégées autochtones. Donc, je suis un petit peu moins familière avec les derniers arguments là, qu'on a mis de l'avant. Mais nous, on a beaucoup... L'approche de la SNAP, finalement, c'est que si c'est pour être des territoires voués à la conservation, nous, notre vision, c'est qu'il ne devrait pas avoir de développement industriel. Donc, pas de foresterie industrielle, pas de mines, pas d'hydroélectricité. On trouve par ailleurs que c'est quand même effectivement des outils qui peuvent être intéressants pour vous, pour les communautés, si vous voulez avoir d'autres activités qui ont lieu sur le territoire. Reste à voir, là, ils veulent mettre ça dans un registre complètement séparé. Il y avait beaucoup de pression de l'industrie là, à diminuer le plus possible les contraintes. Là, là, quand je parle de 30 % pour les autres, en fait, qui sont peut-être moins familiers avec le territoire du plan Nord. Plan Nord, ça devait être 50 % où est-ce qu'on ouvert au développement, un 50 % qui est voué à la conservation. Puis dans le 50 % qui est voué à la conservation, on a un 20 % d'aires protégées plus strict, puis un 30 % de quelque chose d'autre. Donc, ça serait soit ces territoires de conservation nordique-là.
honnêtement, je ne sais pas où en sont finalement les discussions par rapport à ça. Je ne sais pas comment ça va terminer. Nous, notre inquiétude, c'est que ce soit pas de la protection si stricte que ça. Donc, ça peut être utile à certaines fins pour les communautés, mais reste de voir qu'est-ce qui va être finalement statué, finalement, pour qu'est-ce qui va être permis ou non là, dans ces territoires-là. Donc, encore là, c'est une réponse un peu imprécise parce qu'on est un petit peu dans le flou par rapport à ça. Puis sinon, par rapport ah oui, puis peut-être aussi par rapport à l'atteinte du 20 on sait qu'il y a des annonces qui s'en viennent, en fait, dans le Nord, en Iousti puis au Nunavik. Donc, le gouvernement a vraiment, en travaillant avec les Inuits puis le gouvernement de la Nation Crie, ont la volonté de l'atteindre le 20 Donc, de ce qu'on a entendu, nous, entre les branches, dans les coulisses, il y a des annonces qui vont être faites d'ici le mois de décembre là, pour l'atteindre, le 20 Donc, même si on est loin en ce moment, on va s'y approcher. Puis, même chose pour le 17 Nous, à la SNAP, on est vraiment conscients qu'il y a plein de projets, comme vous le mentionnez, qui ont été proposés depuis des années par les communautés, soit autochtones ou non autochtones, qui n'aboutissent pas. C'est très dommage parce qu'effectivement, il y a vraiment des belles opportunités de mettre en place des beaux projets qui malheureusement n'ont pas d'écho plus haut. Ce que je veux dire, c'est que nous, on travaille vraiment très, très fort à mettre de la pression pour que le gouvernement soit à l'écoute de ces projets-là puis mettre en place les ressources pour les faire avancer. Ce que je peux vous dire peut-être, c'est que je vous inviterais peut-être à nous contacter directement puis ça fait partie de notre travail, ça, d'aider justement les groupes qui ont des projets à essayer de les mettre de l'avant puis de trouver des approches stratégiques pour les faire avancer. Mais je pense que là, il y a une opportunité avec l'atteinte du 17 à la fin de l'année, mais comme je le disais tout à l'heure, ça, c'est des cibles intérimaires, puis ensuite, ça va être 25 qu'il va falloir atteindre. On ne le sait pas encore si le gouvernement va vouloir, quels outils il va vouloir prendre exactement, mais on peut mettre la pression. En fait, tout à l'heure, Dolores mentionnait l'idée que si tout le monde se met de l'avant puis travaille un peu ensemble pour mettre la pression sur le gouvernement, pour faire avancer les choses, je pense que c'est comme ça qu'on peut y arriver, honnêtement. Mais c'est ça, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochains mois, mais c'est pas une finalité. Ce que je veux dire, c'est qu'après ça, le travail continue, peut-être avec des nouveaux outils, peut-être plus adéquats, peut-être la catégorie 6, comme vous le mentionniez. On va voir encore là de quoi ça va avoir l'air, parce qu'il y a quand même des débats par rapport à de quoi ça aura l'air exactement cette catégorie-là, là, de protéger l'utilisation durable. Mais je vous invite peut-être pour le cas spécifique de nous contacter, puis on pourra s'asseoir ensemble et regarder c'est quoi les possibilités. Voilà. Oui, parfait. Fait que, non, c'est à suivre. Là. C'est ça, on a plusieurs rencontres là, qui vont débouler là, prochainement. Avec la COVID, il y a comme eu un break, là, mais là, le deadline il avait été repoussé à décembre. On va voir ce qui va arriver là, prochainement là, avec ce qu'on est proposé. Comme tu le mentionnais, là, il y a comme un plan là, pour extraire des parties qui étaient protégées, là, dépendamment de ce qui se trouve, tout ça. C'était sur cet aspect-là, vous n'étiez pas d'accord. C'est ça que... Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on a quitté la table, d'ailleurs. Mais bon, mais c'est ça. Il y a comme, en tout cas, pour ceux qui sont peut-être pas impliqués dans ça, il y a quand même des luttes assez chaudes dans le Nord pour, c'est ça, un peu. Il y a d'un côté l'industrie qui voudrait avoir le moins de contraintes possible, puis d'un autre côté, il y en a qui voudraient justement qu'on maintienne quand même certaines contraintes. Là, donc, ouais. C'est ça. Ben, tu sais, nous, dans le fond, les contraintes ou les propositions qu'on faisait, là, de ce que j'ai compris, là, vu que c'était pas moi qui était tout le temps là, dans le fond, là, pour ces choses-là, mais c'est vraiment parce qu'on réduit la possibilité forestière. On est comme un épine dans le pied de la région au complet. Là. Tout le monde est contre nous autres, là, en fin de compte. Là. C'est ça qui est tannant. Là. C'est rare. À part le monde de Montréal qui vont nous appuyer, là, le monde des régions, la région ne nous appuiera pas là-dedans, ben. Oui, ben c'est ça, vous vous retrouvez, isolé des fois. Oui, exactement.
On a souvenir quand même d'un ancien premier ministre qui a dit on ne perdra pas une job pour sauver un caribou, là. Des fois, c'est la mentalité qui prévaut, mais moi, je pense aussi que les aires protégées, ça peut être vraiment... Parce que nous, on essaie de les présenter comme... C'est ça, on n'est pas dans une approche cloche de verre, puis ça peut être présenté comme des opportunités aussi de créer des emplois. Principalement, en fait, oui, beaucoup pour les communautés autochtones, mais ça peut devenir des outils là, de développement durable. J'aime plus ou moins ce terme-là, mais je vais l'utiliser quand même, là, vous comprenez ce que je veux dire, des outils de développement raisonnés, si on veut, qui sont en accord. Fait que je pense qu'il y a aussi tout ce travail-là qui est à faire, puis d'éduquer ou d'informer les gens, de dire, ben écoutez, protéger certaines parties du territoire, c'est super important, puis en plus, ça peut être avantageux. Si ça peut permettre plein de beaux projets pour vos communautés là, en préservant cette forêt-là, ces milieux naturels-là. Fait il y a comme un travail à faire. En fait, c'est ça, c'est un travail à plein niveau. Pousser sur le gouvernement pour qu'eux fassent avancer les projets, puis mettre à disposition les ressources nécessaires. Mais il y a tout un travail aussi d'information à faire sur ce que sont réellement les aires protégées, puis des opportunités que ça peut apporter, là, finalement. Oui. Merci. Oui, ça fait plaisir. Merci, Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'inviterais peut-être dans ce cas-là, Véronique, si tu veux entamer notre dernière section. Notre prochaine. Donc, les aires protégées et les Premières Nations. Bon, tantôt, j'allais mentionner un petit peu, mais je vais revenir un peu, je fais une petite parenthèse sur un petit historique de l'implication des peuples autochtones dans les aires protégées. Je pense que c'est intéressant de le faire parce que il y a peu de gens qui sont au courant de cet historique-là. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler à la SNAP, par exemple, je me suis fait un devoir de faire cette présentation-là à mes collègues parce que je pense que c'est fondamental que quiconque travaille dans le milieu des aires protégées soit au courant de ça parce qu'il y a comme un bagage qui vient, un long bagage historique finalement qui vient avec le fait de travailler avec les aires protégées. Puis il y a eu toute une évolution qui a eu lieu. Puis des fois, ça a des impacts sur les perceptions qu'on peut avoir aujourd'hui. Justement, la discussion qu'on vient d'avoir sur les gens qui sont contre les aires protégées, parce qu'il y a comme une espèce de vision des fois qui est erronée parce que c'est une vision de ce que c'était dans le passé. Puis il y a il y a eu des blessures et des sensibilités aussi. Là. C'est pas toujours une belle histoire, finalement, l'histoire des aires protégées en lien avec les peuples autochtones. Donc, c'est ça, je vais quand même le mentionner. Les premières aires protégées au monde, en fait, la première aire protégée au monde, c'était le parc national de Yellowstone aux États-Unis qui a été mis en place là, proche de 1850. C'est un peu étrange parce qu'en fait, la personne qui avait imaginé ce parc-là à l'origine souhaitait protéger en fait les Autochtones qui vivaient à l'intérieur du parc, leur mode de vie. Puis finalement, il y a eu une espèce de dérive et le parc de Yellowstone, quand il a été créé, en fait, ça a mené à l'éviction finalement des nations qui étaient là, qui habitaient à l'intérieur, pour en faire un parc où est-ce que finalement on permettait, je veux dire, aux non-autochtones de venir et de profiter de ce parc-là, mais on ne voulait pas, on voulait protéger une nature vierge. Finalement, c'était l'approche. Et donc, comme c'était l'approche à Yellowstone, c'est devenu un peu le modèle de Yellowstone. C'est ce qui a dicté la mise en place de beaucoup de parcs et d'aires protégées, en fait, pendant longtemps, jusqu'aux années 1970, donc pendant plus d'un siècle. Un exemple au Québec, en fait, c'est le parc de Forillon. Excusez-moi, je viens de me rendre compte dans ma traduction, j'ai un petit bout en anglais dans ma section en français, mais le parc national fédéral de Forillon en Gaspésie, qui a été mis en place dans les années 60, a mené à l'éviction des gens qui habitaient là. Il y avait des Autochtones et des non-Autochtones. Et je veux dire, encore aujourd'hui, il y a des blessures vives là, par rapport à ça. Évidemment, ça a mené
c'était pas tout noir, tout blanc. Il y avait quand même eu certains parcs dans l'Ouest canadien, notamment, où on permettait aux Autochtones de venir un peu sur le territoire, mais c'était quand même une approche assez cloche de verre, comme je disais, là, où est-ce qu'on veut protéger la nature vierge et intacte. On s'est rendu compte que ça fonctionnait pas trop ce modèle-là, pour des raisons évidentes. Ça a mené à beaucoup de conflits. Et puis, dans les années 80-90, en fait, on s'est rendu compte que même, en fait, ces parcs-là, ces aires protégées-là, n'arrivaient même pas à atteindre leurs objectifs de conservation parce qu'il y avait tellement de tensions. Il y avait ce qu'on appelait du braconnage. Finalement, souvent, les communautés environnantes continuaient à aller à l'intérieur, étaient traitées de braconneurs, tout ça. Bon. Donc, dans les années 80-90, nouvelles approches qui ont été développées. Notamment les réserves extractives. Tout à l'heure, j'en ai parlé là, quand je parlais des origines de la catégorie 6, en Amazonie notamment. Donc là, on s'est rendu compte que finalement, c'était plus intéressant de travailler avec les communautés aux alentours, de leur offrir qu'ils puissent bénéficier des aires protégées qu'on mettait en place. Puis au bout du compte, moins de conflits, meilleure atteinte des objectifs de conservation. Puis d'un point de vue moral, humain aussi, c'était beaucoup plus équitable et adéquat, finalement. Dans les années 90 à 2000, bon, ça ne fonctionnait pas toujours. On est en développement de nouveaux modèles. Il y a eu comme un groupe de biologistes, en fait, qui s'est un peu insurgé contre ça. Puis il y a un regain de l'approche protectionniste. Puis finalement, dans les années 2000 jusqu'à maintenant, là, on a vraiment un développement on voit au Québec, là, on a quand même beaucoup d'outils, puis différentes approches de co-gestion, de co-gouvernance, cette idée-là de conservation bioculturelle. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mon titre, moi, à la SNAP, c'est responsable de la conservation bioculturelle. En fait, cette reconnaissance-là, finalement, que parce que dans notre approche cloche de verre, on pensait juste à la nature puis on excluait l'humain de ça. Sauf certains humains qui venaient et qui payaient pour venir admirer le territoire. Mais l'approche bioculturelle, en fait, reconnaît le fait que l'humain fait partie intégrante de l'écosystème, que lui. D'accord. Donc, ce que je disais finalement, ce que je veux dire, c'est que dans les dernières 2 décennies, il y a eu beaucoup de nouvelles approches qui ont été beaucoup plus respectueuses à l'écoute, des approches autochtones finalement, des intérêts des communautés autochtones. Donc, toute cette mouvance-là des aires protégées autochtones, comme je disais, moi, ça fait depuis le début des années 2000 là, que je travaille dans ce milieu-là. Puis, à l'époque, on en parlait, mais c'était dans les cercles académiques, tout ça. Il y avait quelques initiatives, mais de plus en plus. En Australie, notamment, il y a beaucoup d'exemples, mais un peu partout dans le monde maintenant. Il y a le consortium, APAC, des aires protégées et de conservation. Non, j'ai plus l'acronyme, j'ai un blanc, mais bref, ICCA Consortium en anglais, puis je pourrais vous fournir l'information, là. Peut-être que certains d'entre vous en sont membres, là, qui parlent de territoire de vie, entre autres, puis qui rassemblent des organisations, des nations autochtones un peu partout dans le monde, là, qui réfléchissent, qui travaillent sur certains modèles. Au Canada, il y a eu aussi le Cercle autochtone d'experts qui s'est penché, là, qui a réuni, en fait, du Québec, il y a juste le gouvernement de la Nation Crie, à ma connaissance, qui a participé, mais il y a eu des représentants de diverses nations autochtones à travers le Canada qui sont penchés là, sur la question des aires protégées autochtones, puis qui ont produit un rapport qui est disponible en ligne, puis qui est très intéressant. Donc, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que ça n'a pas toujours été beau, cette historique-là, beaucoup de tensions, des blessures, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités en lien avec les aires protégées. Ce n'est pas parfait encore. Qui sait, peut-être qu'on va avoir des nouveaux outils encore plus intéressants qui vont devenir disponibles là, dans les prochains mois. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en mouvance. Puis, comme je disais, moi, je trouve qu'on est à une époque où il y a vraiment beaucoup d'ouverture, il y a plein d'opportunités. Puis moi, je suis très optimiste finalement par rapport à la suite des choses. C'est sûr que c'est pas facile, il y a plein de défis. On le mentionnait, des fois, il y a des projets qui sont mis de l'avant, puis malheureusement, le gouvernement ne répond pas. Mais ça reste que
c'est beau de voir tous ces projets-là. Je pense qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, qu'ils se concrétisent et qu'ils se réalisent. Puis il y a de plus en plus d'outils et de façons de les faire se réaliser, ces projets-là. Je reviens encore quand même à notre petit portrait parce que on est quand même encore dans un modèle où le gouvernement est l'acteur principal finalement dans tout ça, peut-être appelé à changer. Je pense qu'il y a plein de modèles aussi de co-gestion, de co-gouvernance qui peuvent se développer. Donc, ce diagramme-là est appelé, je pense, peut-être à changer là, dans les années à venir. Actuellement, avec les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui, l'implication des Premières Nations se situe, je pense, à 3 étapes. Au niveau de la proposition d'aire protégée. Donc, je donne 2 exemples. Comme je suis moi à Maduscar, ça, c'est le projet sur lequel moi, j'ai été très, très impliquée là, avec la Nation Cri de Wemidji, une réserve de biodiversité qui est en place depuis, en statut projeté depuis 2008, puis qui a vraiment été un projet là, qui a été mené là, à partir de la communauté, des chasseurs, des familles, puis pour protéger une partie du territoire. Il y a le projet aussi à Kumunan, je sais qu'à Cipit, vous êtes là. Ça aussi, je sais que c'était une initiative de votre communauté. Donc, puis je sais qu'il y en a plein d'autres ici qui en ont des projets. Donc, ça, c'est une des façons là, vraiment de porter des projets vers l'avant. Dans le processus de création, même quand c'est un projet du gouvernement, il y a possibilité de participer à des comités de travail, consultations publiques, puis à des consultations particulières. En fait, il y a même, comme je disais, une obligation maintenant du gouvernement de consulter les communautés autochtones concernées quand il y a un projet d'aire protégée qui les concerne. Puis dans la gestion par délégation de pouvoir partiel ou total, il n'y a pas encore tant d'exemples que ça. Parc Nunavik, certains parcs aussi en territoire CRI. Ici, je pense qu'il y a quand même une grande dichotomie, une différence entre les territoires conventionnés où il y a des dispositions qui sont dans les accords qui permettent plus facilement cette délégation-là de pouvoir. Je sais que c'est plus compliqué quand vous n'avez, pour les communautés qui sont en territoire non conventionné. Il y a la table d'harmonisation des parcs dont je parlais. Il y a possibilité d'avoir des emplois au sein d'équipes des parcs, par exemple dans le cas du parc Opimican. Donc, il y a des possibilités, loin d'être parfait encore. Comme je disais, tout ça est un peu en mouvance. Peut-être des nouvelles possibilités avec la loi révisée. Mais je pense, de ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même une très grande ouverture aussi de la part du gouvernement pour mettre en place des nouveaux modèles, des nouvelles approches. Dans les sondages qui avaient été envoyés, il y avait des questions par rapport aux impacts sur le territoire de la mise en place d'une aire protégée. C'est certain que ça va être très différent, évidemment, si c'est un projet d'aire protégée qui a été proposé par une communauté et dont la communauté est l'instigatrice par rapport à un projet qui a été proposé par le gouvernement puis peut-être un peu plus imposé. C'est sûr que le but des aires protégées, comme je le disais tout à l'heure, c'est de réglementer puis de contrôler les activités sur le territoire. Donc, effectivement, la mise en place peut limiter puis perturber les activités traditionnelles selon, comme je disais, le statut puis selon les ententes qui ont été négociées. Ça peut être, il y a des bénéfices aussi. Donc, tout à l'heure, vous mentionniez, bon, on n'a pas trop de contrôle sur ce qui se passe au niveau de la foresterie. Il y en a d'autres, c'est le développement minier. Donc, ça a un impact positif de protéger légalement et pour toujours le territoire contre ces activités industrielles-là si on ne souhaite pas les voir sur notre territoire. Ça peut être aussi avantageux de protéger légalement et perpétuité, donc pour toujours, contre d'autres activités qui dégradent la nature puis qu'on ne voudrait pas voir. Je sais que, par exemple, la question des beaux villégiatures sur la Côte-Nord, c'est quand même un enjeu majeur. Des fois, d'avoir une certaine forme de tourisme, d'aventure non contrôlée sur certains des territoires aussi, c'est problématique. En tout cas, donc, il y a d'autres choses, notamment, qui ne sont pas des activités industrielles, mais qui peuvent venir déranger, puis qu'une aire protégée peut permettre de mieux contrôler ce qui se passe sur le territoire. Puis ça permet aussi une surveillance et un suivi des populations animales et végétales. C'est certain que
pour plusieurs d'entre vous, quand vous continuez à aller chasser, trapper, faire la quête sur le territoire, vous êtes là, vous la faites vous-même, la surveillance et le suivi. La mise en place d'une aire protégée, des fois, ça peut donner des ressources, permettre de faire ça de manière peut-être un petit peu plus structurée, de manière plus régulière. Donc, il y a des avantages à ce niveau-là. Mais c'est un changement, c'est un changement. L'idée de mettre en place une aire protégée, c'est pas pour garder le statu quo nécessairement. Dans certains cas, ça peut l'être. S'il n'y a pas encore de menace, ça peut être pour garder le statu quo, mais le but en général, c'est d'empêcher une dérive vers quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, ça fait un petit peu le tour. Merci Véronique. Écoute, c'est déjà, on parle juste des aires terrestres. La semaine prochaine, la prochaine rencontre, c'est les aires marines. Ensuite, moi, j'attends, je garde le meilleur pour la fin avec les aires protégées puis autochtones. Merci beaucoup d'avoir déjà fait une introduction. C'est juste, vous comprendrez, c'est énorme. C'est très pesant, d'ailleurs, tout ça parce que on essaie de rentrer une structure qui est beaucoup plus naturelle, qui est guidée par les communautés. Mais aussi, on comprend avec comment je veux dire, les structures très contraignantes et auxquelles les membres du gouvernement croient énormément. Donc, défaire même le concept d'un aire protégé pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sur un aire protégé, c'est très difficile. Cependant, je pense que ce qui est important de voir, c'est qu'on apporte énormément aussi en tant que communauté avec notre expérience. Mais aussi, je pense qu'on s'est souvent fait dire non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais on a vu par rapport aux dernières décennies, je pense, à peu près partout dans le monde où il y a des aires protégées, qu'une aire protégée est très facilement enlevable si elle convient à certains des aléas d'industrie ou du gouvernement en place. Je pense malheureusement au Brésil présentement, qui est un des plus tristes exemples mondiaux en ce moment. Et qu'est-ce qui reste? Ben, il reste les communautés autochtones pour chercher à protéger ce qui reste. Malheureusement, comment je peux dire, c'est souvent au détriment de leur santé, de leur sécurité, même de la relation avec le gouvernement. Donc, en amenant, par exemple, la discussion autour des aires protégées conventionnelles, marines, on permet de se mettre dans notre tête un peu la structure dans laquelle le gouvernement est un peu contraint de travailler sur ses propres projets. Cependant, avec le troisième volet, avec les aires protégées autochtones, on veut pouvoir donner des outils qui existent pour les communautés autochtones, pour travailler avec ces outils-là. Ce qui est fantastique, ce sont des outils qui peuvent être portés par les communautés autochtones, mais aussi en support avec le travail des communautés environnantes. On le voit beaucoup présentement. Je donne l'exemple, Equantit travaille en collaboration avec la MRC, avec les membres des communautés autour. Donc, c'est de dire que ce n'est pas fermé uniquement entre autochtones et non autochtones, c'est une manière de vouloir travailler vers l'avenir ensemble. Mais on comprend que pendant longtemps, nos voix n'ont pas été écoutées, nos droits même n'ont pas été écoutés. Et aussi, notre capacité à faire tout ce travail-là, c'est énormément demandé à des communautés, des fois de 600 membres, de vouloir porter un si gros projet. Donc, des fois, besoin de travailler avec le gouvernement peut nous permettre de faire avancer des projets qui sont extrêmement intéressants au niveau culturel. Puis là, je pense beaucoup à Wapashkos, mais en tant que aussi le travail qui sort de SIPIT pour protéger les aires de Nisba. C'est toutes des choses, des sensibilités qui viennent des communautés, mais c'est aussi selon notre capacité de livrer la marchandise. Parce qu'on s'entend que chaque personne qui est dans ce chat travaille non seulement sur des aires protégées, sur la protection du gouvernement, excusez-moi le lapsus horrible, protéger l'environnement, c'est ça que je voulais dire, qui est autour de leur communauté, mais aussi ont besoin du support du gouvernement pour financer des fois justement la création d'emplois, la création de programmes. Donc, en voulant travailler ensemble, en voulant aller de l'avant, puis en voulant faire comprendre aussi les réalités, bien, je pense que c'est un des enjeux qu'on veut pouvoir développer ici. Et pas forcer tout le monde à dire « OK, tout le monde, vous faites des aires protégées autochtones et voici le modèle unique et voici comment on fait. » C'est ce qui est merveilleux avec le concept des aires protégées, c'est que c'est vraiment adaptable aux réalités de chaque communauté et aussi dans le processus de temps que ça demande. Il faut développer des membres de la communauté sur ces enjeux-là. Il faut qu'on nous-mêmes, on comprenne un peu qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ce qu'une communauté va faire ne sera nécessairement pas la même chose pour nous.
parce qu'on n'a pas les mêmes traités, on n'a pas les mêmes territoires, etc. Fait que j'espère que ça vous met, moi, ça me met l'eau à la bouche. J'ai hâte à la semaine prochaine, j'ai hâte à l'autre semaine, puisqu'on puisse avoir des discussions, aussi créer des relations, parce que je donne un exemple, on avait fait l'événement au mois de décembre, juste avant les premiers cas de COVID, et certains des projets qu'on appuie, bien, même on en découvrait, puis je trouve ça extrêmement inspirant pour proposer à d'autres communautés quelque chose qui était dans un modèle semblable. Donc, même entre communautés, on pouvait aider à faire de la formation par rapport à des projets qui existaient. Fait que, même cette mise en relation les uns avec les autres peut être extraordinairement, comment je peux dire, enrichissante pour aller de l'avant. Vous comprendrez qu'on ne peut pas mettre sur vos épaules tout ce travail, mais on veut vous donner les outils le plus possible. Et bien sûr, sans jamais perdre de vue. Puis ça, je pense que c'est très important pour les DDPNQL, autant que la SNAP, autant que la Fondation, sans jamais vouloir vous dire quoi faire. Je pense que ceux qui sont sur leur territoire savent déjà mieux que tout le monde qu'est-ce qui s'y passe.